Bonjour à tous, je ne me représente pas. Donc l'ARS est bien là, même si M. Arcos doute en fait de la position de l'ARS et de son rôle de régulation en région, mais je vais répondre quand même aux questions. Voilà, parce qu'on est encore là en région et on est quand même là en territoire. Et effectivement, je rejoins tout à fait ses propos sur l'aspect parcours et intervention en proximité. Et donc là, on est tout à fait raccord avec la FHF sur la vision de la politique de santé. Alors la commande qui m'était faite était d'une intervention de 30 minutes qui est réduite à 20. Et c'était plutôt sur le PRS, mais je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées déjà. Donc après, on verra ce qui restera. Et sur le PRS, en fait, je voulais vous parler des... Je pense que ça va vous intéresser, voilà, des fourchettes d'activités que nous allons fixer dans l'annexe opposable, à la fois sur le handicap et les personnes âgées, pour les 5 années à venir. Si vous n'en parlez pas, je pense qu'on vous posera la question. Non, moi je vais anticiper. Alors, je vais faire point par point pour répondre aux questions d'Annie Lelièvre, ou les sujets que vous avez évoqués, ce qui se passe en région. Alors, on a parlé réforme de la tarification. Donc, sur les journées EHPAD qu'on organise dans chacun des 8 départements en Bourgogne-Franche-Comté, il y a souvent une thématique tarification, donc j'y reviendrai pas. Juste une vision. Donc, on a 411 EHPAD sur la région. On va dire qu'on a à peine une vingtaine d'établissements qui sont perdants en convergence négative, avec effectivement plutôt impacté sur le secteur public. Un certain nombre d'EHPAD qui étaient déjà en convergence, et puis la grande majorité sur le forfait soins qui est plutôt gagnante. Après, effectivement, on est là pour vous accompagner, et justement, le PRS est aussi là pour anticiper, et l'efficience et l'accompagnement de vos structures est important pour l'agence, bien que vous soyez aussi impacté par une baisse de la dépendance et quelquefois, voilà, sur certains départements, une baisse de l'hébergement. Donc effectivement, on a notamment des EHPAD publics autonomes qui sont impactés sur les trois sections. Et là, il est compliqué. Il faut travailler soit dans le cadre du CEPOM, un accompagnement particulier pour vous. CEPOM, donc... Donc tous les arrêtés sont quasi signés, sauf dans le Jura, je le souligne, mais le président va pas tarder à me le signer. C'était pas parce qu'il n'est pas d'accord avec la programmation, c'est parce qu'on avait d'autres soucis sur l'aspect sanitaire. Donc voilà, c'était un petit jeu de stratégie politique. En tous les cas, ça ne nous empêche pas, même dans le Jura, de travailler, de réfléchir déjà, d'avoir amorcé le travail des CEPOM. Donc vous avez un guide qui existe pour vous. On a travaillé forcément tout l'aspect CEPOM, outils, avec les 8 conseils départementaux. Donc on a une équipe commune, agence, et avec les CD, où les outils sont partagés et communs. Aujourd'hui, on est à 46% de signature de notre... au 31 août, on avait 46% de signature des CEPOM de ce qu'on s'était fixé à l'année, donc on verra fin d'année, puisque la CNSA nous demande régulièrement où on en est, et on est contraint de pouvoir respecter ce, comme vous l'avez vu, on a un petit peu moins de 500 CEPOM sur les 5 années à venir à signer, et effectivement les ressources à la fois dans les conseils départementaux et à l'agence quelquefois sont contraintes, et pour autant il faut que ce soit un travail de fond. Donc sur la trame diagnostique, donc bien souvent on vous l'envoie, vous avez le temps un petit peu de... Je regarde Madame Dardouillet parce que vous êtes actuellement dessus. Une grosse trame diagnostique. N'hésitez pas à revenir à chaque fois si vous avez des difficultés de compréhension, parce qu'il y a un certain nombre d'onglets, très larges. Et puis ensuite on est en négociation... ensuite avec les autorités. En tous les cas, si vous avez des questions techniques ou d'ordre sur le document, donc c'est Nadia Meny à l'agence, donc nadia.meny, M-A-I-N-Y, @ars.santé.fr, qui est votre interlocuteur, où vous me faites un message et je vous reroute, soit pour avoir le guide, soit pour connaître les outils. Je me dépêche. SIAD. Alors, SIAD, on a mené, si vous êtes porteur d'autorisation de SIAD, vous avez été forcément sollicité. On n'a pas attendu que le national réagisse parce qu'on avait des difficultés dans le parcours de vie des personnes. On voyait bien qu'on avait des tensions sur les SIAD. Les Mayas ou les acteurs nous faisaient remonter des grosses tensions. Pas de prise en charge. Donc, on a voulu avoir une photo vraiment des prises en charge ou des accompagnements proposés aux patients, et puis voilà, vraiment d'avoir un diagnostic de fond. Donc vous avez tous répondu à une enquête. On a un guide de qu'est-ce que doit être un SIAD dans Bourgogne-Franche-Comté,
côté qualitatif avec quel patient on doit prendre en charge. Donc je reviendrai avec l'annexe opposable, puisqu'on va vous fixer aussi des critères, notamment en termes de GMP. Et puis, avec aussi, ça nous permettra de requalifier ou de redispatcher les places sur un territoire, et puis également voilà, de travailler sur l'aspect financier et voilà, allocation de ressources pour ces services-là. Toc toc. USLD. Alors USLD, pareil dans le PRS, il y a une fiche, ça va être à concertation, une fiche sur les unités de soins de longue durée. Effectivement, au niveau national, une réflexion, alors, notamment sur le public accueilli. Est-ce que normalement le public est bien large? Or là, on fait le constat, même dans nos USLD en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont majoritairement, en très très grande majorité, des personnes âgées dépendantes. Or, c'est ouvert à tout public, de tout âge. On a des USLD où, quand c'est autorisé dans un établissement de santé avec des places d'EHPAD, on a quelquefois les USLD sont mélangés avec les places d'EHPAD. Donc c'est vrai qu'on a quand même un gros travail à faire sur ces autorisations-là. En tous les cas, dans le PRS, sur les 5 années à venir, c'est plutôt d'affirmer que les USLD doivent être approchés des plateaux techniques, donc plutôt au sein des gros centres hospitaliers. Et puis, effectivement, la répartition, on a des départements comme la Nièvre où il y a un nombre d'USLD très important, et puis des départements comme la Côte d'Or ou Lyon moindre, alors que la répartition en Franche-Comté avait été beaucoup plus, je dirais, travaillée, et déjà l'adaptation du système avait déjà été faite. Donc on a un travail sur la région, l'ex-région Bourgogne. Voilà. J'ai répondu à tout. Autisme, effectivement, voilà, la ministre, la secrétaire d'État nous a vraiment demandé d'activer. On a une secrétaire générale qui a été sur l'autisme, qui a été désignée. Donc on a concerté au niveau des régions. Donc chaque ARS doit travailler 3 par 3, donc 3 ARS par 3 ARS sur différentes thématiques. Donc pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est le diagnostic précoce, et puis on contribue à une réflexion sur les adultes autisme et leur prise en charge. Donc on a plutôt nous concerté via des questionnaires qu'on a envoyés au secteur sanitaire, parce qu'on a vraiment besoin des réponses des hôpitaux, et notamment du secteur psychiatrique. Les associations, les partenaires, les établissements médico-sociaux, et puis on a quand même eu des réunions avec les associations qui militent au niveau national, mais qui sont en fait peu présentes sur notre territoire, et même on avait prévu 2 réunions, il y en a une qui a été annulée faute de participants, mais la feuille de route doit être présentée pour le mois de novembre, et donc le président de la République fera des annonces en janvier prochain sur le 4e plan autisme. Donc en fait, en 5 mois, même pas, puisqu'on a eu en août le lancement, et on doit répondre pour début novembre sur la feuille de route qu'on propose sur les 2 thématiques où nous sommes désignés. Voilà, c'est parti. Donc sur le PRS et l'annexe opposable, je vais juste avoir si je peux avoir mon diaporama. Voilà, parfait, merci. Alors le diaporama vous sera donné. Je sais pas. C'est sur quel bouton, le vert là? Il est très long, donc je vais passer beaucoup de slides. Donc on a depuis janvier effectivement travaillé à la rédaction de ce PRS, qui est constitué en 2 volets, notamment un cadre d'orientation stratégique et puis le schéma régional en santé médico-sociale notamment, et avec tous les autres volets sanitaires, etc. Donc on a plutôt rédigé ça avec une méthodologie de consultation, rédaction et échange avec les partenaires depuis donc de février jusqu'à juillet. On souhaitait concerter et ensuite faire la validation auprès des conseils départementaux, des URPS, des fédérations à compter de septembre. On a attendu en fait la stratégie nationale en santé de la ministre. Donc le calendrier est reporté de 4 mois. Donc vous serez tous les fédérations, les partenaires seront consultés à partir de cette date-là, sachant que la rédaction et l'annexe opposable a déjà été rédigée et échangée avec les conseils départementaux notamment, et les fédérations en région. Donc on est parti bien sûr de l'état des lieux. On a fait un état des lieux que je vous présenterai assez vite sur des cartes avec des cartographies, des histogrammes, etc. pour pouvoir avoir nos cibles quantitatives et puis qualitatives sur le secteur médico-social. Donc on a affiché 4 grandes ambitions à 5 ans pour le secteur médico-social.
Donc, Monsieur Arcos en parlait ce matin, mais évidemment la territorialisation et l'équité de traitement en fait et puis voilà des services proposés dans les territoires pour les usagers, pour les patients, voilà pour nos résidents. Tout un travail sur l'efficience, le soutien effectivement aux établissements. On voit bien qu'il faut anticiper au lieu de subir. Donc, on a des établissements en grande difficulté. Parce qu'on le verra dans le diagnostic, on a un certain nombre d'établissements qui sont de petite taille, isolés, donc avoir vraiment une réflexion de rapprochement, alors je ne parle pas forcément de fusion, mais de rapprochement, de coopération, toute une réflexion avec les GHT et voilà, la participation ou non dans un GHT ou auprès d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, quand c'est possible. Toute la logique, bien sûr, de parcours, donc voilà, on y reviendra, et l'accompagnement que vous pouvez proposer au sein de vos établissements, et puis tout un travail sur le domicile et l'aspect SPASAD, SIAD, service d'aide à domicile. Alors, je vais passer vite, donc le schéma, le PRS est fait par parcours, donc on a 13 parcours prioritaires, enfin 13 parcours, donc il y a un parcours personne âgée, un parcours handicap, une réponse accompagnée pour tous. Les parcours voilà, sont en transversalité. Je vais passer très vite sur les objectifs, ce n'est pas l'intérêt. On va venir sur l'annexe. Je regarde l'heure. Bon, vous verrez, on est parti des points de rupture voilà, sur la prévention, voilà, l'accès aux urgences. Donc le PRS, sur le parcours personnes âgées, nous avons 6 grands objectifs voilà, qui se déclinent en objectifs opérationnels, en actions concrètes, donc il y aura des exemples d'actions et en indicateurs. Donc voilà, j'avance. Idem pour le parcours handicap. Et voilà. Donc sur l'annexe opposable, donc voilà, une nouveauté dans ce PRS, il existait une annexe opposable dans le sanitaire avec des cibles. C'était très facile, fixé par le national. Et pour cette année, c'est une annexe, une innovation, une annexe opposable médico-sociale. Par contre, c'est chaque région concerte, échange sur des cibles à atteindre. Donc, je pense qu'on aura peut-être 13 PRS avec 13 annexes opposables très différentes. Et la CNSA, la DGCS réfléchissent quand même et nous ont demandé des indicateurs et bien sûr nos premiers travaux, notamment sur les seuils d'activité, pour peut-être définir aussi au niveau national ces cibles. Alors, je vous en fais part. Ce ne sont pas des cibles arrêtées, puisqu'on doit les concerter, et vous êtes les premiers à savoir, puisque je ne les ai même pas présentées pour le handicap aux fédérations, puisqu'on les a travaillées durant l'été. Donc on est parti de l'existant pour le secteur personnes âgées. Ensuite, on verra le secteur handicap. Donc sur la répartition de l'offre déjà, donc vous pourrez regarder de manière plus près. Donc là, vous avez les EHPAD, les EHPA, les unités de soins de longue durée en rouge, et en fonction de la taille du cercle, le nombre de places. Et on voit plutôt donc une répartition assez équilibrée, mais un éclatement de nos services sur l'ensemble du territoire. Ensuite, un tableau, voilà, population de plus de 75 ans, le nombre de places. Donc on a 33 000 places d'EHPAD sur la région. Et puis, voilà, les taux d'équipement en accueil de jour, hébergement temporaire, enfin là, on est resté sur des choses très classiques. Une carte sur les dispositifs plutôt par territoire pour personnes âgées, donc type PASA, UHR. C'était important aussi qu'on puisse voir les alternatives à l'institutionnalisation ou pour les PASA, des dispositifs plus innovants, plus UHR sur les secteurs. Donc là, je m'excuse, j'enlèverai la carte qui s'est dédoublée. La répartition de l'offre aussi, on a regardé, on parlait tout à l'heure des pourcentages de taux d'occupation. Donc vous verrez 85, 94, voilà, vous le voyez, c'est un petit peu confus. C'était important qu'on regarde aujourd'hui nos 411 EHPAD, où est-ce qu'ils en sont dans leur taux d'occupation et sur quel territoire. Avec la même chose sur l'hébergement temporaire et les accueils de jour. Et donc les constats, si je fais une petite synthèse, donc on a plutôt une grosse offre institutionnalisée qui est assez disponible et elle est sur les 38 territoires de santé. On n'a pas de territoire de santé sans offre. On a plutôt une offre de soutien à domicile où il y a certains territoires de santé qui sont plutôt faibles en taux d'équipement. On a quand même 62% des sites d'EHPAD qui ont une capacité inférieure à 80%.
à 80 places, pardon. Donc on s'était un petit peu mis sur cette cible-là, donc c'est énorme. Donc on voit qu'on a un gros travail sur l'offre, parce que ces EHPAD-là, on sait qu'ils sont déficitaires, voilà, au niveau de leur squelette financier, même si on revient aux finances. Des taux d'équipement en EHPAD, d'hébergement temporaire qui sont très variables par secteur, et puis une offre régionale, comme vous le savez, qui est bien supérieure à celle du niveau national, selon les territoires. Je parle de la région. Donc aussi une activité soutenue en hébergement permanent, mais le souci chez nous, c'est que elle est inférieure à 60% dans plus de la moitié des accueils de jour hébergement temporaire. Donc on fait plutôt le constat que ça ne fonctionne pas. Voilà, ce sont des places qui sont financées non occupées. 13% des hébergements temporaires dont l'activité est supérieure à 93%, pour nous, ça s'apparente plutôt à de l'hébergement complet, puisqu'on est au-delà des seuils que le national nous donne quand même. Voilà, on verra, cet après-midi, j'y reviendrai pas, mais sur les répartitions des aides à l'investissement, on a des territoires qui ont été beaucoup aidés ces dernières années et d'autres, notamment le Jura, comme on est à Dole, pas du tout, ou très très peu. Il fallait le dire. Voilà, mais c'est important de le regarder, voilà, et puis des modalités d'accueil très variables. Ah, j'ai dû passer une, je ne sais pas, je peux revenir en arrière? Oui. Non, c'est bon. Alors du coup, on s'est donné plusieurs ambitions sur le secteur personnes âgées, 4 de mémoire. Donc tout d'abord la territorialisation, donc quand il y aura des créations de places ou des redéploiements de places, prioritairement sur les départements où il y aura effectivement les taux les plus faibles sur le territoire. Un rééquilibrage des places de SIAD, c'est ce que je vous disais. On a commencé. Il y a certains territoires où on a beaucoup de places de SIAD au nord, beaucoup moins au sud et on a des tensions. Donc on va demander aux gestionnaires de travailler du redéploiement de places de SIAD pour répondre aux besoins de la population. Développement de l'OPTI via trajectoire, j'y reviens pas. Là, c'est encore en suspens si on met 60 ou 80 lits, mais en tous les cas, fin des créations de places d'EHPAD et on l'affichera comme ça dans le SRS sur des capacités inférieures à 60, voire 80 lits. Mise en place des coopérations, c'est ce que je dis, ça c'est vraiment une priorité et il y a vraiment un axe coopération dans vos CEPOM. Vous allez devoir vraiment mener, et Monsieur Arcos en parlait aussi ce matin, même l'hôpital, il n'est pas tout seul, c'est pas lui, et puis il a aussi sa place dans le territoire avec d'autres et notamment avec tous les autres, le secteur médico-social et social. L'investissement, j'y viendrai cet après-midi. Donc les tableaux de bord ANAP, on affichera 100% des ESMS dans la campagne et l'utilisation des tableaux de bord ANAP. On a encore trop d'établissements qui ne remplissent pas, qui ne sont pas inscrits. Et ça nous semble aussi important parce que c'est aussi un outil de pilotage pour vous, pas un outil de contrôle comme ça peut être vu par les autorités. Prioriser donc les admissions en SIAD avec un GMP moyen annuel qui sera compris entre 700 et 750. On voit trop encore de SIAD où le GMP est beaucoup plus faible que ça. Je ne reviens pas. Les cibles, donc ça c'est facile puisqu'on a un arrêté. Taux d'activité des EHPAD cibles à 95%. Sinon, avant reprise des crédits, mais ça c'est le niveau national et l'arrêté qui le stipule. Par contre, du coup, on a mis des cibles pour l'accueil de jour et les hébergements temporaires. Donc accueil de jour entre 60 et 100% d'activité. Donc avec un accompagnement sur 3 ans pour les accueils de jour qui présenterait un taux inférieur à 60% avant reprise des crédits. C'est-à-dire que quand on signe le CEPOM, on en discute, on sait qu'on a un taux faible d'activité en accueil de jour. Comment on remédie à l'augmentation? Peut-être qu'il n'y a pas de demande. Je répondrai à vos questions parce que je pense que ça va amener des questionnements. Et puis ensuite, on laisse quand même 3 ans aux porteurs de l'autorisation de faire démarrer cette activité avant de retirer ou baisser les crédits. Et si le pourcentage remonte, on réalloue les crédits. C'est un gel en fait, ce n'est pas une reprise. Sur l'hébergement temporaire, entre 60 et 90%, avec une file active de 3 usagers minimum par place, et puis un taux d'activité en SIAD ciblé à 95%. Je vais passer. Soutien à domicile, je pourrais y revenir, mais c'est toute une politique sur les SIAD et SPASAD. Et puis, on a besoin de listes d'attente actualisées. Ça n'existe pas aujourd'hui, notamment pour les ESA, pour qu'on puisse aussi adapter l'offre sur le territoire. Bien.
On va déborder un petit peu, mais c'est important quand même que vous finissiez et puis qu'on puisse prendre quelques questions après. Alors, sur le handicap, on a fait la même chose. Donc, on a regardé le type de gestionnaire, le nombre de places par gestionnaire. Donc, sur le secteur enfant, puis la suivante, le secteur adulte, le taux d'équipement et les euros par habitant, parce que le taux d'équipement seul ne suffit pas. Il y a plutôt, voilà, il y a certains départements où il y a beaucoup de places de masse, donc ça fait des euros par habitant, assurance maladie, très fort sur un département, mais en même temps, le conseil départemental met très peu. Donc, en fait, si on cumule les deux, on voit que voilà, l'accompagnement ou les euros conseil départemental et ARS sont plutôt faibles sur d'autres secteurs. D'autres départements, pardon, donc idem pour le secteur adulte. On a regardé voilà, la répartition et la taille des établissements adultes, puis ensuite enfants, par territoire. Donc on voit quand même que bon, il y a quelques zones blanches. Après, il faut se questionner, est-ce qu'il y a des usagers? Enfin, oui, forcément, mais il y a peu de professionnels paramédicaux. Est-ce qu'on implante après un établissement voilà, si je prends, bon, il y a le Morvan au milieu, mais voilà, quel accès, voilà, les transports, toutes ces questions-là. Donc ensuite, voilà, les secteurs enfants, je crois, CAMS et MPP. On a fait un zoom sur les CAMS parce qu'on travaille sur la précocité, on travaille sur, il n'y a pas le tout institutionnalisation, hein, on nous demande de travailler l'inclusion, hein, donc c'est important qu'on puisse diagnostiquer et accompagner de jeunes enfants. Et quand on regarde, eh ben, en fait, on a un petit souci sur nos accompagnements financiers avec voilà, une dotation très faible sur certains territoires comme le Doubs, le territoire de Belfort ou la Haute-Saône, avec voilà, des accompagnements à hauteur de 22 €. Voilà, rapporté au nombre d'enfants suivis, mais enfin accompagnés. Par contre, voilà, 106 € dans la Nièvre. Donc, on s'est plutôt posé la question qu'est-ce qu'on fait pour 106 €? Quelle prestation on peut proposer pour 22 €? Enfin voilà, donc c'est toutes ces questions-là, puisqu'on doit retravailler sur l'accompagnement, la file active. Et avec ce type de structure, on a pu voir que notamment la Nièvre accueillait énormément d'enfants de plus de 6 ans. Ça veut dire qu'il y avait un besoin d'autres secteurs et d'autres dispositifs, puisque ça n'existait pas. Donc, de travailler dessus. Donc pareil, on a regardé sur l'offre proposée par département sur le secteur enfant, où est-ce qu'ils étaient accueillis et comment on devait adapter l'offre. Bon, je passe assez vite pour arriver au constat. Bon, les cretons. Les personnes handicapées vieillissantes qui peuvent aussi arriver après en secteur EHPAD, avec un vieillissement en 2006, nous avions 2,3% de nos personnes qui avaient plus de 60 ans, et en 2014, nous en avions 6,8%, et je crois qu'on est quasiment à 8% en 2020. Donc, où est-ce que ces personnes de plus de 60 ans aujourd'hui vivent, et voilà, pour aussi permettre de nouvelles orientations et adapter notre secteur. Du coup, les constats, donc en fonction des départements sur la Bourgogne-Franche-Comté, un nombre de gestionnaires qui varie de 7 à 24. Donc, ça veut dire qu'il y a des départements où on a des gestionnaires qui ont énormément de place, et puis d'autres où il y a une multitude de petits gestionnaires qui peuvent porter une seule autorisation. Donc, près de 20% des gestionnaires sont mono-établissements. Donc, là aussi, on doit accompagner sur des coopérations. La structure financière ou l'isolement ne leur permettra pas, dans le cadre des réformes à venir, de se maintenir, ou alors il peut, mais forcément avec des coopérations avec d'autres. Donc un taux d'équipement variable, bien sûr, selon les territoires, les investissements, j'y reviendrai, les amendements Creton, et puis les modalités d'accueil proposées qui sont très différentes aussi d'un département à l'autre. Donc je vais venir aux cibles, comme ça, voilà, les mutualisations. Voilà. Donc en taux d'activité dans le cadre des parcours, donc sont pour l'instant encore à débattre, c'est les premières cibles qui sortent. Donc sur les taux d'activité d'IME, EAP, c'est plutôt les anciens CME, avec une cible à 90% sur 210 jours d'activité, ce qui, voilà, on a déjà réduit largement la voilure. On n'est pas trop méchant pour un premier PRS. Pour les ITEP et les centres, les ITEP, la même chose. Les centres ressources, 75% d'activité sur 210 jours. Voilà, masse femmes, 90% sur 365 jours. Voilà, hébergement temporaire, vous avez SAMSA et ESAT, 98% d'activité. Voilà, l'inclusion, tac, tac, les coopérations.
Voilà, c'est fini.